Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec le professeur Atul Patak, professeur de cardiologie mondialement connu. On va parler aujourd'hui du syndrome cardiométabolique et en particulier du diabète. Atul, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle définition, de cette nouvelle façon de voir la définition de l'obésité et du diabète, et en particulier de l'obésité, à travers cette publication récente sur Lancet qui remet en question l'utilisation de l'indice de masse corporelle pour définir l'obésité. Effectivement, la définition de l'obésité, jusqu'à présent, était simpliste ou trop simple. Elle était basée uniquement sur l'indice de masse corporelle. Mais en fait, en faisant cela, on passait à côté d'un grand nombre d'informations, notamment sur le risque cardiologique, rénal, métabolique de ces patients. Et donc, cette publication insiste sur la requalification de ce syndrome en tenant compte d'autres paramètres. Donc, au-delà de l'indice de masse corporelle, il y a bien sûr la présence de comorbidités, mais aussi l'existence de symptômes, de signes. Et tout ceci, en fait, doit nous refaire penser le diagnostic de l'obésité. On ne s'arrêtera pas à l'indice de masse corporelle, mais on greffera à l'indice de masse corporelle d'autres paramètres. Le meilleur exemple, c'est les obèses sarcopéniques. On peut être dénutri et obèse. Ça montre bien que la limite de ce marqueur qu'est l'IMC, il ne permet pas de qualifier quelqu'un à titre. On peut être avec un IMC important et être un athlète, et on peut être avec un IMC important et avoir une obésité abdominale qui est délétère, et avec une obésité plutôt sous-cutanée qui est moins délétère. Alors, nous avons énormément évolué sur le traitement de l'obésité. Alors, finalement, est-ce qu'on va juste baisser le poids ou on va aller au-delà en diminuant les événements cardiovasculaires, en particulier la mortalité cardiovasculaire et rénale, qui est extrêmement importante chez l'obèse? Effectivement, l'histoire du développement des médicaments dans l'obésité, elle a été émaillée d'échecs. On a en tête tous ces médicaments qui faisaient perdre du poids et qui avaient soit des effets neutres, soit même augmenté le risque d'événements, Rimonaban, médicaments dérivés des amphétamines, donc en fait qui faisaient perdre du poids mais qui augmentaient le risque. Et pendant longtemps, on s'est cantonné à traiter les sujets atteints d'obésité par des stratégies qui réduisent le poids et qui soient safe, qui ne soient pas à risque. Et puis il y a une révolution. On s'est rendu compte qu'il y avait des médicaments qui non seulement pouvaient faire perdre du poids, mais pouvaient aussi réduire la morbimortalité des obèses non diabétiques, mais aussi des obèses compliquées. Et ça a élargi notre perspective sur la capacité des médicaments à non seulement faire perdre du poids, réduire la morbimortalité cardiovasculaire, mais aussi réduire le fardeau des autres comorbidités associées à l'obésité, maladies métaboliques, hépatiques ou rénales. Comment tu vois les GLP-1 agonistes? On a vu tellement d'études, l'étude la plus récente, STRIDE, sur les membres inférieurs, on a eu SELECT en prévention secondaire, les études sur l'insuffisance cardiaque, STEP et SUMMIT. Comment tu vois l'apport des GLP-1 agonistes aujourd'hui dans la prise en charge des obèses? Il y a eu trois nouveaux médicaments dans la prise en charge des affections métaboliques, les inhibiteurs de DPP4, on met de côté, les inhibiteurs du SGLT2 et les analogues du GLP1. La classe des analogues du GLP1 est une classe fascinante parce qu'en fait, à chaque fois qu'on teste l'hypothèse que ces médicaments pourraient réduire la morbimortalité des malades dans des situations très diverses, on gagne le match. Tu l'as rappelé, l'artériopathie, la maladie rénale, la pathologie cardiovasculaire. Ce bénéfice, il s'explique certainement par l'effet métabolique. Les analogues du GLP-1 agissent sur le métabolisme glucidique, c'est la fameuse voie de l'incrétine. Ce sont des médicaments qui vont avoir des effets sur l'insulinorésistance, sur le glucagon. Mais tout ne s'explique pas par l'effet métabolique. Et effectivement, au-delà, comme à l'époque des statines, ces analogues du GLP-1 ont des effets pléiotropes qui expliquent que dans chacune des situations cliniques où ils sont testés, on reste là dans le spectre cardiométabolique, mais même au-delà, ils gagnent le match. Alors, parmi les évolutions auxquelles nous avons assisté dans les années, c'est par rapport aux insuffisants rénaux chroniques et particulièrement diabétiques. Et le développement de cette quadrithérapie qui change complètement la donne et qui peut retarder la dialyse de plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette quadrithérapie et comment tu vois qu'on peut la mener? Effectivement, pendant très longtemps, on a été binaire. On a dit, voilà, les inhibiteurs du SGLT2, c'est plutôt l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale. Les analogues du GLP-1 sont plutôt les patients qui ont un profil athérosclérotique. En fait, cette cloison s'est effondrée. Aujourd'hui, on a des preuves dans tous les sens et les analogues du GLP-1 ont été évalués dans toutes les situations possibles et imaginables. Ce qui ressort quand même de la littérature, c'est que, in fine, la combinaison d'un analogue du GLP-1 avec un inhibiteur du SGLT2, avec un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes de nouvelle génération, la finérénone, sur un socle ancien connu qui est le bloqueur du système rénine, ça fait gagner le match. Mais pour tout,
il y a eu cette méta-analyse dans Circulation, mortalité totale, mortalité cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il n'y a pas une chose qui n'est pas diminuée par la trithérapie. Je ne dis pas la quadri parce que le quatrième, on l'a toujours, on a toujours un bloqueur du SRA, mais disons la quadrithérapie ou la nouvelle trithérapie, la trithérapie moderne, est systématiquement associée à une réduction des événements pour nos patients. Nous avons assisté à une très belle conférence sur l'intelligence artificielle et nouvel défi aujourd'hui pour la médecine de demain. Comment tu vois le défi de l'intelligence artificielle et comment sera la médecine de demain à travers l'apport de l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution industrielle, comme on a eu à l'époque, la première, la deuxième révolution. C'est une révolution qui est basée sur l'acquisition de la donnée. En fait, on est aujourd'hui dans une situation où on a la capacité de collecter énormément de data. C'est une révolution qui s'appuie sur l'analyse de la data et son organisation, et puis ensuite de son usage. Pour la médecine, je crois qu'aujourd'hui, les choses vont très très vite. Peut-être que les 3 points que je retiendrai, c'est que l'IA et la gestion de la data permet de voir l'invisible. Ce qui nous paraît apparemment normal ne l'est pas. Deuxièmement, l'intelligence artificielle nous permet de passer le cap de la vision binaire. Avant, on savait dire oui, non, j'ai de l'hypertension, j'ai une dyslipidémie, j'ai une dysfonction rénale. L'IA permet d'avoir une approche multiparamétrique. On peut analyser en une seule fois 10, 15, 20, 30, 50, 100 paramètres. Troisièmement, l'IA va révolutionner bien sûr la prise en charge dans un contexte difficile où on a de moins en moins de soignants, où les malades ont de plus en plus de demandes. Et là aussi, l'IA va modifier notre rapport à l'information, notre rapport aux soins. Donc, on ne fera pas sans. Maintenant, est-ce que demain, la médecine sera révolutionnée par l'IA? Oui. Est-ce que la médecine se fera sans médecin? Je ne le pense pas, car les médecins et les patients ont besoin de contact, ont besoin d'humanité, ont besoin d'empathie, ont besoin d'ancrage culturel. Et ça, la machine ne le fait pas encore. Énorme gratitude donc pour le professeur Atul Pathak et merci encore d'avoir répondu à mes questions. Merci Ahmed. Merci.